Et si les pires galères qu'on a vécues au boulot, c'était pas juste des obstacles, mais des données? C'est un peu fou comme idée, hein. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans un truc qui s'appelle l'autopraxéographie. C'est une méthode de recherche assez particulière où, en gros, on devient soi-même son propre sujet d'étude. On a tous en tête un moment comme ça au travail, pas vrai? Un conflit bien tendu, une décision qui nous a retourné le cerveau pendant des nuits. Bref, un de ces moments qui, sur le coup, c'était l'enfer, mais qui, avec le temps, est devenu une sacrée leçon de vie. Ouais, c'est souvent bien après que la tempête soit passée qu'on commence à y voir clair. Cet inconfort, cette situation difficile, ça nous force à nous poser et à réfléchir, à creuser un peu. Et c'est justement là, dans ce moment de réflexion post-crise, qu'on trouve les pépites, les apprentissages les plus marquants. Ok, mais là, on arrive à la question qui tue. Est-ce que cette leçon, qui est très personnelle, peut devenir un vrai savoir scientifique? Autrement dit, comment on fait pour passer d'une simple anecdote, d'une histoire vécue, à quelque chose de structuré, de solide, qui puisse servir à d'autres? Alors, pour bien piger pourquoi cette approche est si intéressante, il faut d'abord qu'on parle d'un problème de fond. C'est ce gouffre immense qu'il y a entre le bazar de la vie réelle et l'ordre, la propreté que la recherche scientifique essaie d'y mettre. Parce que, soyons honnêtes, le monde du travail, c'est un sacré plat de spaghettis, non? Chaque action a des conséquences qu'on n'avait pas vues venir, on avance en permanence dans le brouillard, avec des infos partielles, et en plus on nous demande de faire le grand écart, tout changer, innover, mais sans rien bousculer. L'impossible, quoi. Et face à ce bazar, la science classique, elle a sa petite astuce. Elle simplifie. Elle prend la réalité, elle la découpe en tout petits morceaux pour pouvoir l'analyser. On isole 2 ou 3 variables, on cherche des liens de cause à effet. C'est super utile, hein? Mais le risque, c'est qu'en zoomant autant, on finisse par ne voir que l'arbre et on loupe complètement la forêt. La métaphore de l'iceberg, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Ce qu'on voit d'une organisation, les organigrammes, les procédures officielles, c'est à peine la pointe émergée. Alors que tout le reste, le plus important en fait, la culture, les jeux de pouvoir, les non-dits, les vraies habitudes, tout ça, c'est sous l'eau. Et c'est là que les vraies choses se passent. Alors là, on se dit, ok, pas de problème, on a les méthodes qualitatives pour ça. Les entretiens, l'observation, c'est fait pour aller voir ce qui se passe sous la surface. Et c'est vrai. Mais même ces approches, elles ont une limite, une sorte de mur invisible. Et oui, bien sûr, on a toute une boîte à outils pour ça. L'ethnographie, où on va carrément sur le terrain, les entretiens en profondeur, les études de cas. Tout ça, c'est fait pour coller au plus près de la réalité, pour la comprendre de l'intérieur. Et c'est là que tout bascule. Et si le problème, au fond, c'était justement cette distance? Même en tant qu'observateur attentif, il y a toujours cette séparation. Le chercheur qui écoute et la personne qui raconte son expérience. Le chercheur, il n'a jamais un accès direct, brut, à ce qui s'est passé. Il a accès à un récit, à une histoire. Et c'est cet angle mort qui est au cœur de notre sujet. Alors, comment on fait pour sauter par-dessus ce mur, pour combler ce vide? Eh bien, c'est là qu'arrive une proposition assez radicale, l'autopraxéographie. Le mot a l'air un peu barbare, je sais, mais en fait, c'est super simple quand on le décompose. Auto, c'est soi-même. Praxis, c'est l'action, la pratique. Et graphie, c'est l'écriture. Donc littéralement, l'écriture de sa propre pratique. L'idée, c'est de dynamiter la séparation entre le chercheur et son objet d'étude. Ici, le chercheur est sa propre source. Alors, attention, un point super important. Il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas un journal intime. Vraiment pas. Le but, ce n'est pas de déballer ses états d'âme ou de se plaindre. C'est une démarche scientifique, structurée, rigoureuse, pour décortiquer une expérience et en tirer des connaissances qui peuvent être utiles pour tout le monde. Allons voir un peu plus en détail ce que ça change, ce basculement radical. Parce que là, le chercheur n'est plus du tout un observateur extérieur. Il est au cœur du réacteur. Il est la source même de l'information. Ce tableau, il résume parfaitement la différence. D'un côté, les méthodes classiques. Le chercheur maintient une distance, la source sait ce que les autres lui racontent. L'accès à l'expérience est donc indirect. C'est médiatisé par le discours. Et de l'autre côté, l'autopraxiographie qui renverse complètement la table. Ici, l'implication du chercheur est totale, directe. La source des données, c'est son propre vécu. L'accès à l'expérience est immédiat. Il n'y a plus de filtre. On est au cœur même de l'action qu'on analyse. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment ça se passe? Comment on fait pour transformer une histoire qui est super personnelle en une connaissance qui peut être partagée et utilisée par d'autres? Alors il faut oublier les schémas linéaires. Étape 1, 2, 3 et c'est fini. Ici, on parle d'une spirale. D'abord, on se lance dans une écriture naïve. On raconte l'expérience, brute de décoffrage, comme on l'a vécu. Ensuite vient le moment le plus dur, sans doute, le travail réflexif.
On prend de la distance, on essaie de comprendre ses propres préjugés, ses émotions. Et enfin, la construction analytique. On va chercher des théories, des concepts pour donner un sens plus universel à ce vécu. Et le truc, c'est qu'on refait ce tour de spirale plusieurs fois, en allant toujours plus loin dans l'analyse. Le but final de tout ça, c'est vraiment de passer du « ce qui m'est arrivé » à « voilà ce qu'on peut en apprendre ». On veut transformer une histoire unique en ce qu'on appelle un savoir générique, c'est-à-dire des idées, des principes, des logiques qui peuvent ensuite être discutées et appliquées dans plein d'autres situations. Et cette phrase, elle résume absolument tout. L'histoire, l'expérience vécue, ce n'est que la matière première. La connaissance, la vraie, elle ne vient pas de là. Elle vient de ce qu'on fait de cette matière première, tout le travail d'analyse, de mise à distance, de connexion avec d'autres savoirs. C'est ça qui crée de la valeur. Ce qui nous amène à une question finale, et elle est assez vertigineuse. Et si le prochain grand défi professionnel qui se présente n'était pas juste un problème à régler, mais en réalité une recherche à mener? Quel savoir incroyable et unique se cache peut-être dans nos propres expériences? C'est une piste à explorer.